Et ce nouveau plan en environnement du gouvernement Trudeau, ce sera notre premier sujet d'analyse avec Joël Denis, Altia et Conrad. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Donc, le Canada a de nouvelles cibles de réduction des gaz à effet de serre de 40 à 45 %. C'est moins que la cible des États-Unis, qui est à 50 %. Joël Denis, d'abord, est-ce que c'est assez ambitieux? Bien, c'est plus ambitieux que ça l'était dans le passé. Je vous dirais, pas plus tard que lorsqu'on a présenté le budget, on disait qu'on avait des cibles de 36 %. Ça passe maintenant de 40 à 45 %. Ça veut dire qu'il va falloir faire des efforts supplémentaires, des investissements supplémentaires pour arriver à atteindre cette cible-là. Et la cible de 40 à 45 % est établie de façon étonnante. C'est que pour assister au sommet virtuel des leaders sur le climat, il fallait que les leaders des pays qui souhaitaient assister au sommet démontrent qu'ils s'engageaient à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 %. Donc, c'était le carton d'invitation, si vous voulez. Et donc, sans cela, le premier ministre Justin Trudeau n'aurait pas pu participer à ce sommet. Donc, c'était impensable que le Canada ne soit pas aux côtés de Joe Biden alors que les États-Unis réintègrent la lutte contre les changements climatiques de façon sérieuse. Donc, c'est pour cette raison qu'on a fixé de 40 à 45 %. Mais ça va nécessiter des investissements supplémentaires parce que je ne crois pas que le plan actuel soit suffisant pour arriver à atteindre ces cibles. Altia? Bien, ça dépend de ce que vous voulez dire par suffisant. Parce que les experts nous disent qu'en fait, pour atteindre les objectifs qu'on devrait atteindre, pour réduire la température de la planète, on devrait viser une réduction de 60 % des taux qu'on avait en 2005. On ne peut pas vraiment se rendre là sans des changements fondamentaux, pas juste au Canada, mais partout, franchement. Alors, la cible qu'on a présentée aujourd'hui, je suis d'accord avec Joël Denis, c'est une belle cible, c'est une cible ambitieuse, c'est quand même une cible avec 5 degrés de variation, mais il n'y a pas de détails pour se rendre là. Le gouvernement aime dire qu'on est sur le chemin de se rendre aux ambitions qu'on avait établies en 2015 avec Paris. Mais on est quand même le pire, si on veut, polluant du G7. On est loin d'être là. On est peut-être sur le chemin, mais on n'est pas encore là. Puis là, on vient d'augmenter nos ambitions de 10 à 15 %. Oui. Conrad, qu'est-ce que vous en pensez de ces nouvelles cibles? Bien, je pense que les environnementalistes auraient voulu voir 60 %, mais si le gouvernement avait proposé 60 % de réduction, ça n'aurait pas été crédible parce que même à 30 % il n'y avait pas de plan en place pour réaliser ces objectifs-là. Et la seule façon, mais il n'y a pas mille moyens de le faire, la seule façon de le faire, c'est de réduire sensiblement les émissions qui proviennent des sables bitumineux en Alberta. Il faut que l'expansion soit vraiment réduite à zéro, que ça n'y ait plus de capacité supplémentaire de production de pétrole en Alberta. Et l'autre façon, c'est la transition énergétique vers les véhicules électriques. On voit avec les deux propositions, là, c'est beaucoup plus difficile que ça paraît et que, même à 40-45 % de réduction de gaz à effet de serre, le gouvernement doit présenter un plan pour que ça soit crédible et ça va être beaucoup critiqué parce que jusqu'ici, elle n'a pas produit un plan crédible. Oui, et ça a déjà été beaucoup critiqué d'ailleurs aujourd'hui. Je veux qu'on revienne sur la pandémie parce qu'en Ontario, vraiment, ça va de mal en pis. En fait, surprise, je dirais, on a vu un Doug Ford au bord des larmes aujourd'hui qui a présenté ses excuses aux Ontariens. On va regarder brièvement un extrait de cette conférence de presse et je vous reviens par la suite. People telling me their stories, the stories that could make you cry, families that haven't been able to hold hand. Hold on, folks. I apologize. Altia, d'abord, on vient de le voir, le Doug Ford est visiblement affecté par ce qui se passe. Finalement, il est humain comme tout le monde. Là, il semble découragé. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette sortie, M. Ford?
Je pense que tout le monde aime voir un politicien qui peut admettre ses erreurs, et puis c'est ce que M. Ford a fait aujourd'hui. Il a présenté ses excuses pour son émotion, il a présenté ses excuses pour, dans ses mots, qu'il en avait trop fait. Mais c'est pas, je dirais, l'impression des gens en Ontario qui a trop fait. C'est plutôt qu'il ne s'est pas attaqué aux bonnes cibles. Les gens ne sont pas frustrés qu'il a voulu fermer les terrains de jeu. Ils sont plutôt frustrés que le gouvernement n'a pas encore ajouté des jours de congés payés, qu'ils ne sont pas en train de vacciner les travailleurs essentiels qui travaillent dans les usines, qu'il n'a pas fermé les usines et les centres comme Amazon, où il y a eu plusieurs cas de COVID. En fait, c'est rendu aux gens dans les milieux très locaux de prendre des décisions, parce qu'il semble que le premier ministre de l'Ontario ne veut pas agir. Alors, c'est la frustration, puis c'est un petit peu... c'est comme s'il n'avait pas réalisé que c'était ça qui frustrait les gens, pas que vraiment il y avait assez de fermer la frontière avec le Québec. Mm-hmm. Conrad, votre avis sur cette conférence de presse de Doug Ford? On a vu aujourd'hui un côté de Doug Ford qu'on n'avait jamais vu avant. Doug Ford, si vous avez suivi l'évolution de Doug Ford depuis qu'il était conseiller municipal à Toronto, puis il était candidat à la mairie de Toronto, puis il était candidat à la chefferie du Parti conservateur ontarien, l'évolution de l'homme, c'est plus le même homme, c'est plus le même politicien. Aujourd'hui, elle avait l'air de quelqu'un qui a été sincèrement ébranlé par les événements de la semaine dernière. Et est-ce que ça va faire en sorte que ça va créer une vague d'empathie au sein de la population? Parce que les gens, ils comprennent que même s'ils ne sont pas en désaccord avec les décisions du gouvernement, ils comprennent que tout politicien qui gère cette situation fait face à une situation extrêmement difficile. Fermer les entrepôts Amazon, ça se fait pas ailleurs, ça s'est jamais fait aux États-Unis, au sommet de la pandémie l'an dernier. Et donc, c'est extrêmement compliqué, ces décisions-là. Ouais. Mais évidemment, il a mis qu'il a fait une erreur avec certaines de ses propositions. Et mais je trouve qu'il a fait un premier pas aujourd'hui pour peut-être rebâtir tout le capital politique qu'elle a perdu depuis une semaine. Oui, parce qu'il en a perdu beaucoup, effectivement, du capital politique au cours des derniers jours, des dernières semaines. Joël Denis, est-ce que vous pensez que ça va contribuer à rétablir peut-être un capital de sympathie ou d'empathie envers le premier ministre ontarien? Bien, c'était un mea culpa qui était nécessaire de sa part, parce qu'il s'en allait droit dans le mur au cours des prochains mois. Reste à voir si ce sera suffisant pour calmer la grogne qui sévit en Ontario depuis une semaine. On a vu qu'il a perdu une dizaine de points pour ce qui est des appuis populaires en tant que premier ministre. C'est quand même énorme en l'espace d'une semaine, et que c'est une véritable... il y avait une chute importante de ses appuis. Est-ce que cette sortie aujourd'hui sera suffisante pour stopper le tout? Ça reste à voir. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que il y a en Ontario une division extrême entre les députés qui représentent des régions rurales, conservateurs, et des députés qui représentent des régions plus urbaines à Toronto. On n'a pas on fait pas face aux mêmes défis pour ce qui est de la pandémie. Et pour le moment, ce sont les députés des régions rurales qui avaient eu le dessus et qui avaient mené à un relâchement des restrictions, et qui a mené au cafouillage ensuite du premier ministre lorsque la situation s'est aggravée. Donc, il y a un terrible, comment dirais-je, mea culpa à faire. Ça a été fait. Est-ce que ce sera suffisant? Le temps va nous le dire. Oui, effectivement, c'est le temps qui va nous le dire. Je veux vous entendre. J'avais hâte de vous retrouver pour vous entendre sur le budget qui a été présenté lundi par la première femme ministre des Finances au Canada, Chrystia Freeland. 101 milliards en investissement de toutes sortes. Plusieurs ont parlé d'un budget électoraliste. Conrad, qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais elle a été fidèle à elle-même. Elle s'était engagée avant le budget de faire ce qu'elle vient de faire, et qu'elle n'a pas été ébranlée par toutes les critiques qui s'enfilaient depuis 2 semaines. Des gens très crédibles comme Yves Giroux de l'Office parlementaire du budget, qui disaient que mais on n'a
pas besoin de 100 milliards de plus en dépenses pour la relance économique parce qu'on fait face dans l'après-pandémie immédiat, on fait face à une surchauffe de l'économie. Ça va être le vrai problème, ça va être de gérer la croissance parce que la demande va augmenter plus forte que l'offre à court terme. Mais c'est sûr que c'est un budget électoraliste, 30 milliards sur 5 ans pour les garderies, mais seulement 2 milliards cette année et évidemment des négociations à venir avec les provinces. Est-ce que, on est loin de la coupe aux lèvres et est-ce que ça va en fin de compte échouer une autre fois parce qu'on sait que ça fait combien de fois qu'on essaie de lancer cette idée au niveau national. Donc, il n'y avait rien de surprenant dans ce budget. On s'attendait à un budget qui continue dans la même veine depuis que le gouvernement a adopté depuis un an. Et on s'en va on continue comme ça après les prochaines élections. Ouais. Et c'est après les prochaines élections que les vraies décisions doivent être prises. Oui. Althia, quand même, il y a eu cet investissement dont parlait Conrad il y a un instant, 30 milliards de dollars pour créer un réseau de garderies nationales. On a parlé d'une annonce historique. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'étais surprise que Mme Freeland, elle indique dans le budget, elle indique dans son discours qu'elle met sa réputation sur la ligne. En fait, qu'elle nous promet personnellement, comme la première femme ministre des Finances, comme une mère qui travaille, oui, les libéraux, ils ont failli pendant des décennies, mais que ça va être elle qui va rendre le programme une réalité. Ça m'a surpris. J'ai de la misère à voir comment elle va le faire si elle s'attend que le gouvernement libéral dure un autre 2 ans, parce que c'est facile de voir que peut-être le premier ministre Horgan aimerait se joindre à cette initiative, mais difficile de voir si M. Kenney aimerait se joindre à cette initiative-là. C'est un budget, comme Conrad l'a dit, électoraliste. Ils volent beaucoup d'idées aux autres partis, une ligne à 3 chiffres, comme une crise de gens qui sont dans une situation où ils pensent se suicider. C'est une idée du Parti conservateur. Le 15 $ par heure, le salaire minimum pour les employés au fédéral dans les entreprises qui sont gérées par le gouvernement fédéral. C'est une idée du NPD. Il y a plein d'idées volées des autres partis qui seraient difficiles à défaire. Mais c'est un budget qui est aussi difficile, je dirais, pour M. Trudeau puis Mme Freeland de dire « Ah, ben là, on a besoin d'un nouveau mandat de la population. » C'est dur de voir où sont les excuses pour engendrer une élection là-dedans. Joël Denis, je vais terminer avec vous une question qui n'était pas prévue, mais on apprend en fin d'après-midi que finalement, devant la crainte des variants, Ottawa a décidé de suspendre les vols sur l'Inde et le Pakistan. Est-ce que c'est une décision qui arrive trop tard? Ça, le temps va nous le dire. Les variants viennent de commencer à entrer au Canada. Le variant indien, il y a déjà eu un cas au Québec. Il y a eu 39 cas en Colombie-Britannique qui ont été recensés jusqu'ici. Mais il y avait beaucoup de pression déjà qui était exercée par les partis d'opposition et 4 provinces au moins, le Québec, l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Donc, les pressions étaient fortes pour que le gouvernement agisse. Et rappelons-nous, Esther, que le gouvernement avait aussi suspendu des vols en provenance de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, quand on a découvert le variant britannique. Donc, ce n'est pas un cas, c'est pas un cas sans précédent. Il y a eu d'autres décisions similaires prises dans le passé pour protéger la population canadienne, et je pense que c'était une décision qui s'imposait, qui était inévitable de la part du gouvernement. Parce qu'il faut le dire, les variants sont déjà arrivés au pays. Joël Denis, Althia et Conrad, merci beaucoup à vous trois. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.